Lorsque 2 gardes ont tenté de déplacer un marine noir de la salle de remise des diplômes de son fils, personne ne s'attendait à ce que 6 Navy Seals surgissent de la foule et arrêtent toute la salle sans dire un mot. Solomon Driton ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le reconnaisse lorsqu'il est arrivé sur le parking derrière Elmidge High. Le bâtiment ressemblait à la plupart des lycées des petites villes du Texas. Briques rouges, patinées, quelques drapeaux flottant au-dessus de l'entrée, des enfants flânant près des portes du gymnase. Il y avait déjà du monde. Des parents en chemise, des frères et sœurs tenant des pancartes, une grand-mère appuyée sur un déambulateur. Tout était là. Il gara sa Dodge Charger près de la clôture grillagée et sortit, lissant les lignes de son uniforme de marine bleu foncé. Ses bottes étaient cirées jusqu'à briller comme un miroir, non pas parce qu'il essayait de se mettre en valeur, mais parce qu'il y avait des choses qu'il ne savait pas faire à moitié. Il regarda autour de lui. Sa posture était droite et ferme. Son visage, bien que calme, portait la tranquillité de quelqu'un qui avait vu la vie sous trop d'angles. Il avait conduit 8 heures depuis le temple pour se rendre à la cérémonie de remise des diplômes de son fils au lycée. Il aurait pu prendre l'avion, mais la Charger était la voiture préférée de sa femme, et même après son décès il y a 2 ans, il se sentait toujours plus proche d'elle sur la route. Solomon ouvrit la portière de la voiture et sortit une petite photo de la boîte à gants. Elle était vieille et usée, avec une légère déchirure dans le coin, sa femme tenant Tyrone quand il n'était qu'un bébé. Il la glissa dans la poche intérieure de sa veste. « Je te l'ai promis », dit-il doucement. « Je ne le raterai pas. » La marche vers l'entrée était lente et intentionnelle. Chaque pas avait un sens. Sa poitrine se remplit de quelque chose pour lequel il n'avait pas de nom, mais qui se situait quelque part entre la fierté et la douleur. À l'intérieur, la salle de sport était bondée. Des chaises en métal remplissaient le sol, les jacinthes débordaient déjà. L'air sentait légèrement le pop-corn et la cire à plancher. C'était bruyant, chaotique, vivant. Solomon montra son billet imprimé à un bénévole près de la porte, un petit homme avec un presse-papier et un casque. L'homme plissa les yeux, hocha rapidement la tête et désigna la 3e rangée sur le côté gauche. « Tu es prêt à partir? Places familiales à l'avant? J'apprécie, » dit Solomon d'une voix assurée. Il se dirigea vers la rangée, apercevant d'autres familles au passage. Certains le regardèrent, observèrent l'uniforme à 2 reprises, puis se détournèrent, comme s'ils n'avaient rien vu. Une femme lui adressa un petit sourire, puis chuchota quelque chose à l'homme à côté d'elle. Solomon ne réagit pas. Il était noir, grand et en uniforme depuis longtemps. Il savait ce que certains regards signifiaient et ce que d'autres ne signifiaient pas. Il trouva sa place et s'assit. La chaise était en plastique, légèrement bancale. Il l'ajusta sans se plaindre. Devant lui, le décor était planté. Des banderoles étaient accrochées au mur du gymnase. Promotion 2024, en grosses lettres argentées. Quelques membres du conseil scolaire se tenaient près du podium, vérifiant leurs notes. Solomon jeta un coup d'œil aux rangées d'élèves alignés au fond du gymnase. Tyrann était quelque part au milieu, grand, dégingandé, avec les yeux de sa mère. 18 ans passés comme ça. Il se souvenait encore de l'avoir tenu dans ses bras la nuit de sa naissance. En uniforme, la poussière sous les ongles. Il était arrivé d'Okinawa avec seulement 4 jours de permission. Et maintenant, ils étaient là. Il était assis, immobile, clignant à peine des yeux, savourant l'instant. Derrière lui, les gens continuaient d'affluer. Les chaises raclaient, les programmes bruissaient. Quelqu'un rit trop fort. Un homme laissa tomber son café et marmonna dans sa barbe. Rien de tout cela n'émut Solomon. Son univers se limitait à la scène, aux rangées de jeunes visages et au poids de la photo contre sa poitrine. Puis la musique commença. Avec enthousiasme et circonspection, la foule se leva. Quelques étudiants semblaient nerveux, d'autres rayonnaient.
Salomon se leva aussi, les épaules carrées, les bras le long du corps. L'hymne national suivit. Tout le monde plaça les mains sur le cœur. Salomon ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Toute sa présence était un salut. Il repensa à sa femme, comme elle aurait pleuré pendant toute la cérémonie, comme elle aurait renoué la cravate de Tyrone 3 fois avant de le laisser quitter la maison. Son regard resta fixé sur lui, mais, à la dernière note, l'hymne s'éteignit. 2 hommes en uniforme s'avancèrent dans l'allée latérale et se dirigèrent droit vers lui. Les 2 agents de sécurité avançaient d'un pas décidé. Ils n'étaient pas policiers. Leur badge indiquait « Ireland Security Services » et leurs uniformes étaient standards. Polo noir rentré dans des pantalons cargo, écouteurs et radio à la ceinture. Aucun d'eux ne paraissait avoir plus de 30 ans. L'un était petit, large d'épaules, le crâne rasé et l'air crispé. L'autre était plus grand, dégingandé, et mâchait du chewing-gum comme s'il avait un meilleur endroit où aller. Salomon les remarqua immédiatement, mais ne broncha pas. Son entraînement lui avait appris depuis longtemps que l'immobilité était souvent plus impérieuse que le mouvement. Il gardait les yeux fixés droit devant lui, les mains posées sur ses cuisses. Le plus petit des agents s'arrêta à côté de lui et se pencha juste assez pour être entendu. « Excusez-moi, monsieur », dit-il à voix basse. « Nous allons avoir besoin de vous. » Salomon tourna lentement la tête. « Il y a un problème. » Le plus grand s'avança. « Ouais, cette section est réservée aux familles des étudiants de dernière année. » Salomon cligna des yeux, puis fouilla dans la poche de son manteau et en sortit le même ticket imprimé qu'il avait montré à l'entrée. « Voici ma place. 3e rangée, côté gauche, place familiale. » Confirmé. Le petit garde n'a même pas regardé le ticket. « On nous a dit que c'était complet. » Salomon n'a pas bougé. « C'était complet quand je me suis assis aussi. Vous voulez me dire qui a donné cet ordre ?» Le grand garde remua, mal à l'aise. Il ne s'attendait pas à une voix calme et claire. « Écoutez, ce n'est pas grave. Il y a des places libres à l'arrière. N'en faisons pas un luxe. » Les yeux de Salomon se plissèrent légèrement. Pas de colère, juste un calcul silencieux. « J'ai fait 8 heures de route pour voir mon fils traverser cette Seine. Je serai assis juste là. » Quelques têtes avaient commencé à se tourner. Une femme 2 rangées plus loin donna un coup de coude à son mari et les salua d'un signe de tête. Quelqu'un dans les gradins inclina légèrement son téléphone, peut-être pour enregistrer. Le petit garde se redressa et regarda. « Monsieur, je vais vous le demander une dernière fois. Vous pouvez me le demander toute la journée, » dit Salomon d'une voix plus basse, plus ferme. « Je ne bouge pas. » Le grand serra les dents. « Vous seriez peut-être plus à l'aise au fond. C'est tout ce qu'on dit. » Et voilà. Salomon le regarda attentivement. Cette phrase ne parlait pas de logistique, ni de politique. Elle parlait de quelque chose de plus ancien, de plus calme, de quelque chose qui l'avait suivi toute sa vie dans les salles de réunion, les salles d'attente, les porches et même la cafétéria de la base, juste derrière un sourire, à peine un murmure. Il ne répondit pas. L'air oscille autour d'eux comme lorsqu'on sent qu'une limite a été franchie. Le petit garde le remarqua aussi. Il ajusta la radio sur sa hanche et murmura quelque chose dans le micro, sans jamais le quitter des yeux. Salomon resta assis, le regard fixé droit devant lui comme si la conversation était terminée parce que, pour lui, c'était le cas. Une femme assise à côté de lui, plus âgée et au teint pâle, se pencha légèrement vers lui et murmura « Ne les laissez pas faire. Bouge-toi. » Il hocha la tête, la saluant, mais ne dit rien. Il ne voulait pas faire de scène. Il voulait voir son fils obtenir son diplôme comme n'importe quel père, mais les gardes n'avaient pas fini. Le grand baissa de nouveau la voix. « Écoute, tu as un problème? Discutez-en avec le secrétariat de l'école. On a reçu nos ordres. » Salomon tourna de nouveau la tête vers lui. « Tu as un nom, fiston? » Le garde cligna des yeux. « C'est l'agent Mali. »« Pas l'agent, » répondit Salomon. « Votre sécurité privée ?» L'autre intervint. « Bon, ça suffit. Si tu ne te lèves pas... »
Il n'a pas terminé sa phrase car c'est à ce moment-là que la porte du gymnase, au fond, s'est ouverte et que 6 hommes sont entrés. Pas d'uniforme, pas de badge, juste des postures fermes, des épaules carrées et des visages qui disaient qu'ils avaient vécu des choses pires que des regards gênés et des instructions mal jugées. Ils ne sont pas entrés ensemble. Ils sont entrés un par un, prenant des places différentes, comme s'ils n'étaient pas là ensemble, mais quiconque observait attentivement pouvait le dire. Ils se déplaçaient de la même manière, observaient la pièce de la même manière, s'asseyaient de la même manière, toujours stables et alertes. Salomon ne se retourna pas. Il n'était pas obligé de le faire. Il savait exactement qui ils étaient, mais les gardes ne le savaient pas, du moins pas encore. Et ils étaient sur le point de le découvrir. Salomon est resté concentré sur la scène. Sa mâchoire ne bougeait pas, mais son esprit tournait. Il n'était pas en colère, pas encore. Mais quelque chose en lui s'est mis en place, comme un interrupteur qu'il n'utilisait que lorsqu'il y était obligé. Celui construit pour la survie, pour l'équilibre, pour la patience sous pression. Les 2 gardes ne sont pas partis. Ils planaient. C'était le genre de vol stationnaire qui n'avait rien à voir avec un travail. Il s'agissait d'essayer de rappeler à quelqu'un qu'il avait du pouvoir. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que Salomon avait vécu dans des endroits où le pouvoir était une question de vie ou de mort, et non dans une salle de sport avec des chaises pliantes et un système audio. Le nom d'un étudiant a été appelé depuis la scène et la foule a applaudi poliment. Mais les gens ne prêtaient plus vraiment attention à la cérémonie, pas ceux qui étaient à proximité. Ils regardaient l'affrontement, faisant semblant de ne pas le faire. Le garde le plus grand, Mali, a de nouveau changé de position. Il s'est penché plus près, la voix plus basse cette fois. « J'essaie de te rendre service ici. D'accord, ça ne doit pas devenir moche. » Les yeux de Salomon se posèrent sur lui. « Vous n'avez pas ce genre de faveur à offrir. » Une pause. Mali recula légèrement comme s'il reconsidérait son prochain mouvement, mais le plus court. Garvin, selon son badge, était moins subtil. Il n'aimait pas être mis au défi. Sa main planait à nouveau près de la radio. Quelques rangées derrière, un homme se leva lentement. Au début, personne ne l'a remarqué. Il n'a pas dit un mot. Il a juste croisé les bras et a regardé. Rasé de près, silhouette large, yeux percés. Il s'est assis près de l'allée sans quitter des yeux la scène devant lui. Un 2e homme se leva de l'autre côté du gymnase. Même posture, calme, intentionnel. Puis un 3e. Ils n'ont pas parlé. Ils n'en avaient pas besoin. Salomon les connaissait tous. Il ne se retourna pas pour regarder parce que son instinct n'exigeait pas de confirmation. Il avait conduit ces hommes à travers la boue, les coups de feu et un silence plus sombre que la plupart des gens pouvaient imaginer. Garvin se pencha à nouveau, cette fois avec quelque chose dans sa voix qui n'était pas là avant. « Écoute, mec, tu transformes ça en une situation. » Salomon tourna lentement et délibérément la tête. « Et tu n'écoutes pas !» La main de Garvin se tourna à nouveau vers la radio. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, une voix brisa la tension à 3 mètres de distance. Y a-t-il une raison pour laquelle cet homme est dérangé? C'était clair, calme, contrôlé, le genre de voix qui ne s'élève pas pour attirer l'attention. Elle tombe juste assez pour que tout le monde arrête de parler. Cela venait d'un homme debout dans l'allée centrale, grand, barbe poivre et sel, manteau noir ajusté sur une chemise grise. Son nom était Creed Men. C'est lui que Salomon avait sorti des décombres à Kandahar, le traînant sur 200 mètres de sable, tandis que les balles pleuvaient comme du gravier. Garvin leva les yeux, pris au dépourvu. « Qui es-tu » Creed ne répondit pas. Il s'avança une fois. « Je t'ai posé une question. » Mali leva la main. « Monsieur, nous avons la situation sous contrôle. »« Non » dit Creed d'un ton plus sec. « Tu ne le fais pas. » Un autre homme s'est levé des gradins les plus éloignés, puis un autre. Ils sont 4 maintenant. Salomon resta assis, toujours silencieux.
Tout le côté gauche du gymnase regardait désormais ouvertement. Un garçon a pointé du doigt, un professeur a essayé d'attirer l'attention sur la scène, mais plus personne ne regardait les diplômes. Creed fit un pas de plus en avant. Vous vous ridiculisez et vous êtes à 2 doigts d'empirer les choses. Garvin jeta un coup d'œil à Mali, qui semblait de moins en moins confiant à chaque seconde. C'était clair maintenant. Il ne s'attendait pas à du renfort, surtout pas une sauvegarde comme celle-ci. « Je me fiche de savoir quels étaient tes ordres, » dit Creed. « Tu ne portes pas la main sur cet homme, tu ne lui dis pas de bouger, tu ne demandes plus rien. » Le silence dans la salle de sport semblait pesant, le genre qui ne vient pas de la peur, mais du respect. Un respect silencieux qui a commencé à grandir à mesure que de plus en plus de gens réalisaient ce qui se passait. Salomon leva finalement les yeux vers Creed et fit un léger signe de tête. Pas un merci, pas une demande, juste une reconnaissance. Les yeux de Creed s'adoucirent un instant. Puis il recula et reprit sa place, les bras croisés. Mais la tension n'avait pas quitté l'air. Pas encore, et les gens qui regardaient attendaient mais de voir ce que les gardes allaient faire ensuite. La salle de sport a disparu. La scène, les bannières, les visages, tout cela se fondait dans l'arrière-plan de l'esprit de Salomon. Ses yeux étaient encore ouverts, mais sa mémoire le tirait en arrière. Il y a 15 ans, en Afghanistan. C'était la fin de l'après-midi dans la province de Kandahar. Le soleil ne s'était pas couché doucement là-bas. Il s'était écrasé comme un marteau, transformant le sable en rouille et l'air en acier. Salomon, alors sergent d'artillerie, venait de terminer le briefing de son unité lorsque tout a basculé. Un engin explosif improvisé, EEI, a explosé sous leur convoi, renversant le Humvee de tête comme un jouet. La terre et le métal pleuvaient avant que quiconque puisse crier. Puis vinrent les coups de feu, pas dispersés, coordonnés. Salomon n'a pas réfléchi, il a bougé. Il s'est baissé derrière ce qui restait d'un cadre de porte, observant le chaos. De la fumée recouvrait le bord de la vallée, mais il vit 6 hommes à terre, coincés derrière l'épave en feu d'un deuxième véhicule. La plupart étaient épinglés. L'un d'eux essayait déjà de ramper vers l'avant, tirant l'autre par le gilet. C'était Creed Mast. Il n'avait que 3 mois dans le pays et 1 balle dans la cuisse. Salomon s'est enfui. Aucune hésitation, aucun appel radio. Il a couru à travers un terrain découvert, évitant les rafales de coups de feu, se glissant à couvert derrière un essieu explosé. Creed leva les yeux, du sang sur sa tempe, haletant. « Tu saignes ?» Salomon avait dit. « Tu as remarqué ?» Creed toussa. Salomon attrapa les sangles du soldat abattu à côté de lui, Enrique Sto, et commença à tirer. Creed le poussa par derrière, grimaçant à chaque centimètre. « Où sont les divas ?» Salomon cria. Creed pointa faiblement du doigt. Côté gauche sous le capot. C'est alors que Salomon le vit. Un jeune phoque coincé sous une partie du bloc moteur, la patte coincée. Il criait à l'aide, mais il était trop mal en point pour bouger. Sans s'arrêter, Salomon dit à Creed « Reste bas et bouge quand je bouge ». Creed hocha la tête. C'est à ce moment-là qu'il a vraiment commencé à comprendre à quoi ressemblait le leadership. Salomon traversa à nouveau en courant. Son pied heurta du gravier, puis un os, mais il ne s'arrêta pas. Il se glissa vers Diva, s'accroupit et saisit le bord de la capuche mutilée à 2 mains. Il ne bougeait pas. « Gunny, ne le fais pas !» Les divas crièrent. « Je vais bien, je vais bien. »« Tu ne restes pas ici ?» Salomon posa un pied sur le sol, creusa profondément et souleva. Ses épaules étaient tendues, ses côtes lui faisaient mal. Le métal gémit, mais il se souleva juste assez pour que Divas puisse lui arracher la jambe. Ils se replièrent ensemble, rampant vers la ligne de crête. Des coups de feu retentissaient au-dessus de nos têtes. Creed revint avec Sto, boitant sur sa bonne jambe. 2 autres suivirent, Lim et Horton, les visages noircis par la cendre, les fusils prêts. Lorsque les tirs cessèrent,
Il n'y eut ni acclamation, ni discours de victoire, juste le silence et la respiration. Ils étaient tous les 6 en vie. Salomon fut le dernier à partir. Il resta en poste de surveillance jusqu'à ce que la poussière retombe et que l'évacuation sanitaire arrive. Il ne parla pas pendant longtemps après cela. Mais Creed s'en souvenait. Ils l'avaient tous fait. Après ce jour, il n'y eut plus de doute. Si Salomon demandait quelque chose, n'importe où, n'importe quand, il serait là, quoi qu'il arrive. De retour au gymnase, Creed était assis tranquillement sur sa chaise, les yeux fixés sur les gardes toujours debout près de Salomon. Il ne pensait pas à la guerre, il pensait aux promesses. L'homme qu'il avait tiré hors d'une zone de guerre était maintenant harcelé devant la scène d'un lycée parce qu'il essayait de voir son fils obtenir son diplôme. Il serra les poings. Un autre phoque, Xavier Mix, entra et s'assit 4 rangées en arrière. Ensuite, Zachary Wells trouva un endroit le long des gradins du côté droit. Ils ne parlèrent pas, ils n'en avaient pas besoin. Salomon jeta un bref coup d'œil vers l'arrière du gymnase. Ses yeux rencontrèrent ceux de Mix. C'était suffisant. Mais les gardes ne comprenaient pas ce que signifiaient ces regards. Pas encore. Et dès qu'ils feraient le pas suivant, ils apprendraient très vite. La cérémonie se poursuivait. Du moins en apparence. On continuait à lancer des noms. Les familles applaudissaient, certaines trop fort, essayant de dissimuler la tension qui épaississait désormais l'air. Mais l'attention s'était déplacée. Les yeux qui étaient autrefois rivés sur la scène se tournaient désormais vers la 3e rangée à gauche, où Salomon Drayton était assis comme une statue, et où 2 gardes se tenaient debout comme s'ils ne savaient pas quoi faire ensuite. Garvin jeta un coup d'œil vers l'avant, où un responsable de l'école essayait d'attirer son attention. La femme avait l'air nerveuse, articulant quelque chose et faisant des gestes subtils vers les gardes, mais Garvin secoua la tête. Il n'était pas prêt à partir. Il avait commencé quelque chose et son ego ne savait pas comment faire marche arrière. Mali déplaça à nouveau son poids, sa mâchoire travaillant désormais plus fort sur la gencive, clairement inconfortable, mais il ne s'était pas éloigné non plus. « Monsieur », répéta Garvin, cette fois plus fort, « ceci est votre dernier avertissement. » Salomon ne bougea pas. « Pour faire quoi exactement ?» Garvin s'avança, se penchant si près que sa ceinture effleura le genou de Salomon. « Arrêtons de faire des histoires. On ne veut pas d'ennui. On va juste se mettre à l'arrière. » Salomon tourna la tête et le regarda droit dans les yeux. « Tu es le seul à causer des problèmes. » Les narines de Garvin se dilatèrent. C'est à ce moment-là que ça a dérapé. « Tu penses que porter cet uniforme te rend meilleur que tout le monde? C'est un lycéen, pas votre base. » Un silence tomba sur la rangée qui les entourait. Une petite fille arrêta de se tortiller sur son siège. Un père avec un appareil photo se figea en plein zoom. Même Mali fit un demi-pas en arrière, comme si les mots avaient retenti plus fort qu'il ne l'avait prévu. Salomon ne cligna pas des yeux. Il prit une inspiration, non pas pour se calmer, mais pour rester les pieds sur terre. « Tu dois partir. » Garvin ne l'a pas fait. Au lieu de cela, sa main tomba sur le devant de sa ceinture, non pas sur une arme, mais suffisamment près pour se sentir menaçante. Et c'est à ce moment-là que Creed s'est levé. Il n'a pas crié, il n'a pas pris de posture. Il s'avança simplement dans l'allée, lentement et concentré, comme si la conversation était devenue son affaire désormais. La salle de sport n'était pas silencieuse mais proche. La voix de Creed était claire. « Si tu le touches, tu me répondras. » Garvin tourna la tête. « Et qui diable es-tu » Creed fit un autre pas en avant. « L'homme qui vous dit cela s'arrête maintenant. » Un des membres du conseil scolaire remarqua ce qui se passait et murmura quelque chose au directeur. Une directrice adjointe se leva et commença à se diriger vers l'arrière du gymnase, appelant probablement quelqu'un sur le talkie-walkie attaché à ses côtés. Le personnel de l'école commençait enfin à comprendre que le problème n'allait pas disparaître en silence. D'autres élèves se levèrent de leur siège et se dispersèrent dans la pièce.
aucune formation, aucun signal parlé, juste un instinct unifié qui s'est déclenché d'un seul coup. À ce moment-là, tous les 6 étaient debout. Garvin regarda autour de lui, réalisant qu'il n'avait pas seulement affaire à un parent en colère. Quelque chose était différent. Ces hommes ne bougeaient pas. Ils ne se déplaçaient pas d'un pied sur l'autre. Leur présence remplissait l'espace comme la pression avant une tempête. Creed fit un pas de plus. « Vous avez 2 choix. Éloignez-vous maintenant, ou regardez cela aller quelque part où vous ne voulez pas qu'il aille. » La voix de Mali finit par se faire entendre. « Reculons un peu, mec. » Mais Garvin hésitait encore. Salomon parla à nouveau, non pas à Garvin, mais à Creed. « Ne perdez pas votre souffle. Il a déjà pris sa décision. » Creed ne sourit pas. Il baissa simplement la voix une dernière fois. Ne confondez pas le silence avec la faiblesse. Finalement, Garvin recula. Pas beaucoup, mais suffisamment. Sa main se détacha de sa ceinture, son visage brûlait, mais il était en infériorité numérique et surclassé. Le directeur apparut près de l'allée, chuchotant rapidement aux gardes. Quoi qu'elles disent, c'était calme, mais suffisamment ferme pour les envoyer tous les 2 vers la sortie arrière. Ils ne regardèrent personne en sortant. Salomon expira lentement et régulièrement. Creed se rassit sans un mot. Les 6 élèves restèrent debout, mais le moment était toujours suspendu dans l'air et Tyrone Drayton observait tout depuis la rangée d'étudiants, les mains serrées à ses côtés. Tyrone Drayton était près du centre de la classe de diplômés, debout dans la file entre une fille aux tresses brillantes et un garçon dont la robe glissait sans cesse de ses épaules. Ils essayaient de se concentrer sur la cérémonie, riant nerveusement et vérifiant leur carte de visite comme si le monde était normal. Mais le monde de Tyrone ne l'était pas. Il avait vu les 2 gardes marcher vers son père dès la fin de l'hymne. Au début, il pensait que c'était peut-être juste une question de routine. Peut-être qu'ils aidaient si quelqu'un à trouver une place, mais quelque chose dans sa poitrine lui disait le contraire. Puis il a vu la façon dont son père était assis. Si calme, si posé, mais enfermé. Il avait déjà vu ce regard auparavant. Le même qu'il avait attrapé quand il avait 12 ans et qu'il était rentré à la maison en pleurant parce que quelqu'un à l'école avait dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire. Son père n'a pas élevé la voix non plus. Il restait assis avec la même expression, comme de l'acier qui refusait de se plier. Tyrone gardait les yeux sur la scène du mieux qu'il pouvait. De sa place dans la file, il ne pouvait pas entendre ce qui se disait, mais le langage corporel lui en disait assez. Il vit les gardes se tenir trop près, vit son père rester calmement assis, puis il vit un homme se lever, un grand gars dans un manteau sombre. Et d'une certaine manière, Tyrone savait que ce n'était pas seulement un parent. Cet homme connaissait son père, la façon dont il se déplaçait, la façon dont il se plaçait entre le garde et la rangée. C'était clair. Il n'était pas là pour le drame. Il était là pour Solomon Drayton. Puis un autre homme se leva, puis un autre. Ce n'était pas bruyant, mais c'était comme si la température dans la pièce avait changé. Tout le monde regardait maintenant. Le cœur de Tyrone battait plus vite. Il n'avait pas peur. Il était autre chose, déchiré entre l'orgueil et le feu. Il avait grandi en écoutant des extraits des récits de service de son père, pas les parties sanglantes. Son père gardait la plupart de ces informations pour lui, mais il en restait quelques bribes ici et là. Un copain qui envoyait des cartes de Noël chaque année, une cicatrice venue de quelque part dans la poussière, une boîte dans le garage marquée Kandahar que personne n'a jamais ouverte. Il n'avait jamais connu les noms, n'avait jamais vu les visages, mais maintenant ils étaient là, debout, comme s'ils avaient attendu ce moment, comme s'ils n'avaient jamais cessé de soutenir son père. Tyrone cligna des yeux, repoussant la brûlure derrière ses yeux. Il ne voulait pas pleurer, pas ici, pas maintenant. La ligne avançait. Quelques noms ont été appelés.
Les applaudissements reprirent lentement, comme si quelqu'un avait appuyé à nouveau sur lecture après une pause. Mais la pièce n'était plus la même. L'énergie avait changé. Il ne s'agissait plus de ballons ou de bannières. C'était une question de respect. L'un des directeurs adjoints tapota l'épaule de Tyrone et dit quelque chose qu'il n'entendit pas. Il hocha simplement la tête. L'étudiant à côté de lui se pencha et murmura « C'est ton père ?» Tyrone ne répondit rien. Il n'était pas obligé de le faire. Toute la salle de sport l'avait vu. Et maintenant, tout le monde dans ce bâtiment comprenait quel genre d'homme était Solomon Drayton. Dans le public, Creed resta debout. Il ne regarda pas autour de lui pour obtenir son approbation. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il regardait Solomon, toujours assis sur la même chaise en plastique, les mains posées sur ses genoux, les yeux rivés sur la scène comme si de rien n'était. Mais quelque chose s'était passé. Les autres phoques restèrent également debout, sans se positionner, juste présents. Leur silence parlait plus fort que n'importe quel microphone. Quelques parents applaudissaient plus fort à chaque nom, presque comme s'ils essayaient de compenser la tension du début. La salle de sport était devenue un être vivant, réveillé par un moment d'injustice, maintenu par le poids de l'honneur. Solomon resta immobile, sans défi, sans amertume, juste présent. Un père regarde son fils faire un pas de plus vers l'âge adulte. Mais le moment qui allait tout bouleverser n'était pas encore arrivé, et quand le nom de Tyrone serait enfin appelé, la salle ne pourrait plus faire semblant. La file d'attente avançait plus vite maintenant. Certains étudiants s'agitaient encore, ajustaient leurs casquettes, chuchotaient des blagues à voix basse, essayant de profiter du moment. Mais Tyrone n'était plus dans cet espace. Son esprit revenait sans cesse à son père, assis seul, entouré de visages, mais complètement centré sur cette chaise, comme si elle avait été construite spécialement pour lui. Il y avait quelque chose dans la façon dont il se tenait, calme, tranquille, inébranlable, et quelque chose dans la façon dont ces hommes, ces guerriers, se levaient autour de lui sans qu'on ait besoin de le leur demander. Tyrone réalisa pour la première fois qu'il ne connaissait pas vraiment le poids total que portait son père. Bien sûr, il avait vu les photos, les médailles dans la vieille boîte en bois, le drapeau plié rangé dans la bibliothèque du salon, mais ces choses ne parlaient jamais vraiment. Ils sont restés là comme des reliques. Aujourd'hui, ils ont marché. Aujourd'hui, ils se sont levés. Le directeur adjoint a appelé le nom suivant, puis un autre. Tyrone était à 3 personnes de la scène. Il s'essuya les paumes sur sa robe et essaya de ralentir sa respiration. La fille devant lui se retourna et sourit nerveusement. « Tu es prêt ?» Tyrone sourit un peu. « Plus que vous ne le pensez. » Il s'avança. De l'autre côté du gymnase, Salomon se pencha légèrement en avant. Ses yeux ne quittaient jamais la scène. Il n'a pas applaudi tous les élèves, non pas par manque de respect, mais parce que son attention s'était concentrée sur le garçon en robe noire avec les cordons d'honneur rouges et blancs, le garçon qui ressemblait tant à sa mère quand il souriait. Un nom, 2 noms. Puis l'annonceur s'arrêta une seconde, s'éclaircit la gorge et parla avec un peu plus de poids qu'avant. Tyrone Drayton. Le nom résonnait. Il y eut un moment de silence, une demi-seconde, peut-être moins, avant que la pièce n'explose. Applaudissements, sifflements, acclamations. Mais ce qui ressortait, ce n'était pas le volume, c'était le rythme. Le son n'était pas chaotique, c'était délibéré, coordonné, profond. Les 6 sots, toujours debout, levèrent les mains et applaudirent à l'unisson. Chacun applaudissait avec force, pas avec performance. Un salut sans le salut, un geste qui disait « Nous te voyons, nous voyons ton père, nous honorons les deux ». Tyrone traversait lentement la scène, le menton haut, les pas assurés. Son cœur battait fort, mais ce n'était pas de la nervosité, c'était de la fierté. Et pas seulement de la fierté en lui-même,
C'était la fierté de savoir exactement qui était son père et ce que cela signifiait de porter ce nom de famille. Il prit son diplôme des mains de la directrice, lui serra la main et se tourna vers le public. Ses yeux cherchèrent une personne et la trouvèrent. Salomon n'a pas fait signe de la main, il ne s'est pas levé. Il a simplement croisé le regard de son fils et lui a adressé le plus petit et le plus significatif sourire de la journée. Tyran hocha la tête une fois et quitta la scène. Les applaudissements ne s'étaient toujours pas calmés. Les parents, qui n'avaient pas dit un mot pendant toute la cérémonie, applaudissaient maintenant fort. Certains se sont levés, quelques-uns se sont essuyés les yeux, sans savoir exactement pourquoi, mais avec le sentiment d'avoir été témoin de quelque chose d'important. Salomon s'est assis dans son fauteuil et s'est laissé envahir par ce moment. Il n'était pas le genre d'homme à pleurer en public, mais à l'intérieur, quelque chose s'est relâché. Pas de chagrin, pas de douleur, juste de la libération. Le genre qui n'arrive que lorsque le cercle semble complet, même s'il ne l'est jamais vraiment. Les autres noms ont continué, mais quelque chose avait changé à partir de ce moment-là. Chaque étudiant qui montait sur scène marchait dans l'écho de ce qui venait de se passer. Non pas parce que c'était dramatique, non pas parce que c'était viral, mais parce que c'était réel. Mais l'histoire ne s'est pas terminée avec les applaudissements. Et lorsque père et fils se retrouvaient à nouveau à l'extérieur de la salle de sport, ce serait plus qu'une simple étreinte fière. Ce serait le passage de quelque chose de plus profond. Le nom définitif a été appelé 20 minutes plus tard. Tout le monde s'est levé tandis que les diplômés jetaient leurs casquettes, criaient de soulagement et s'embrassaient comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Les téléphones ont été levés, les appareils photos ont cliqué et les ballons ont flotté au-dessus de la foule alors que les étudiants commençaient à sortir par les doubles portes du gymnase vers le terrain arrière. Salomon n'a pas bougé tout de suite. Il resta assis tranquillement tandis que le bruit gonflait autour de lui, absorbant tout cela. La musique, les rires, l'éclat des robes argentées et rouges qui défilaient. Ses yeux suivirent Tyrène alors qu'il disparaissait dans le couloir avec ses camarades de classe. Un professeur lui a fait un high-five, un autre l'a tiré vers lui pour un câlin latéral. Mais même avec tout ce chaos, Tyrène se retourna une seule fois et regarda en arrière. Salomon l'a attrapé. Un bref coup d'œil, mais il contenait tout. « Tu m'as vu ?» Et l'expression de Salomon donnait la réponse chaque seconde. La foule commença à s'éclaircir. Les gens sont sortis avec des fleurs et des ballons, se félicitant les uns les autres à grands cris. Salomon se leva lentement, étirant ses jambes, sentant le poids d'être assis dans la même position pendant trop longtemps. Creed s'est approché alors que la salle de sport se vidait. Au début, il n'a rien dit, il a juste regardé Salomon, puis vers la sortie. « Ça va ?» Creed a finalement demandé. Salomon hocha la tête. « J'ai vécu pire. » Creed sourit légèrement. « Oui, mais ça n'aurait quand même pas dû arriver. »« Non, » dit Salomon, « cela n'aurait pas dû se produire. Un autre phoque, Javier Mix, les rejoignit. Nous avons essayé de rester discrets, mais dès que ce type a mis la main près de sa ceinture, Salomon a doucement levé la main. « Vous avez tous fait ce qu'il fallait. » C'était suffisant. Les trois hommes restèrent quelques secondes, laissant le bruit s'éloigner. Puis Salomon dit « Je veux voir mon garçon dehors. » Le soleil brillait fort, projetant de longues ombres sur le terrain. Les étudiants posaient pour des photos, lançaient leurs casquettes, appelaient leurs proches. Tyrène se tenait près du mât du drapeau, sa robe à moitié ouverte, le diplôme dans une main, son téléphone dans l'autre. En voyant son père s'approcher, il s'arrêta de parler. La foule s'estompa en arrière-plan. Ils se rejoignirent à mi-chemin. « Ça va ?» demanda Tyrène. Salomon hocha la tête. « Toi ? » ?»« Ouais ?» répondit Tyrène en baissant les yeux. « Ils ont essayé de te déplacer. Je sais. » La mâchoire de Tyrène se contracta. « J'étais prêt à quitter la scène, papa.
J'étais sur le point de dire quelque chose. Salomon posa une main sur son épaule. C'est pour ça que tu ne l'as pas fait. Que veux-tu dire? Parce que tu savais que je pouvais gérer ça. Tu as géré ce moment comme un homme, sans laisser personne te le voler. Tyran retint son souffle une seconde. Qui étaient ces hommes qui se sont levés? Salomon jeta un coup d'œil derrière lui. Les 6 phoques étaient dehors, rassemblés près de la sortie, parlant à voix basse. Ce sont des hommes avec qui j'ai saigné. Des hommes qui savent ce que signifie la loyauté, dit Salomon. Des hommes qui n'oublient pas. Tyran hocha lentement la tête. C'était puissant, c'était nécessaire, répondit Salomon. Parfois, le silence est plus fort que les cris, et parfois, se lever sans parler en dit plus que 1000 mots. Un moment de silence s'installa. Puis Tyran sourit. « Tu vas me raconter ces histoires de guerre maintenant ?» Salomon rit. « Certaines d'entre elles. Tu es assez grand pour les vraies histoires maintenant. » Ils restèrent là, épaule contre épaule, bien plus que père et fils, 2 hommes liés par quelque chose d'indicible. Je vivais juste de l'autre côté du terrain. Creed leva la main, un simple geste de respect. Tyran lui répondit sans hésiter. Le soleil continuait de monter, mais pour les Drayton, le temps s'écoulait différemment désormais. Après tout cela, la vraie leçon n'avait pas encore été dite. La foule s'était dispersée. Quelques familles riaient encore, rangeant fleurs et cadeaux. Le soleil s'adoucissait en lumière du soir. Salomon déverrouilla la chargère, la même que sa femme utilisait pour les réunions et voyages. Tyran passa ses doigts sur une égratignure près de la poignée. « C'est elle qui aurait crié le plus fort aujourd'hui, » murmura-t-il. « Elle aurait fait reprendre chaque photo jusqu'à ce que ton sourire soit parfait. » Salomon sourit. Ils montèrent, la voiture chaude au soleil, comme un cocon isolé. Tyran se tourna vers son père. « Pourquoi n'as-tu rien dit à ces gardes? Tu étais juste assis là. » Salomon tapota le volant. « Parce que je n'ai pas besoin de me défendre ni d'élever la voix pour être entendu. » Tyran regarda par la fenêtre, songeant. « Combien de fois ai-je dû choisir entre laisser passer ou tout faire exploser? » Salomon répondit. « Ce moment, ce qu'ils ont tenté, n'était pas nouveau. Mais notre réaction, c'est ce qui nous définit. »« Mais ils t'ont manqué de respect ?» s'exclama Tyran. « Oui, » dit Salomon. « Tout le monde l'a vu, mais ils ont aussi vu la vérité. 6 hommes se sont levés, ayant toutes les raisons d'être ailleurs, non parce que je l'ai demandé, mais parce qu'ils savaient ce que ce moment signifiait. » Tyran resta silencieux. « Fils, la vie te donnera 100 occasions de réagir avec colère. Parfois, elle est justifiée, mais le silence blesse souvent plus. La dignité dure plus longtemps. C'est ce dont les gens se souviennent. » Salomon sortit une photo pliée. Tyrone bébé dans les bras de sa défunte mère. « Je l'ai porté à Kandahar, malgré la perte de ta mère. Je l'ai porté aujourd'hui. Pas parce que ça me donne de la force, mais parce que ça me rappelle ce qui mérite d'être protégé. » La voix de Tyran baissa. « Tu savais toujours qui te soutenait. » Salomon sourit. « Je n'avais pas besoin de savoir, j'avais juste la foi. Les vrais hommes ne disparaissent pas quand c'est dur. » Ils restent debout. Un silence. Puis Tyran dit « Je veux être comme ça. » « Comme toi, tu l'es déjà. » Salomon expliqua que Tyran avait marché sur scène avec fierté, sans laisser la colère lui voler son moment. Il est resté les pieds sur terre, même quand tout autour essayait de le déstabiliser. Les derniers phoques montaient dans leur véhicule. Creed jeta un dernier regard avant de partir. Salomon hocha la tête en silence, signe de reconnaissance. Tyran s'installa. « Et maintenant ?» Salomon tourna la clé. Le moteur démarra. « On rentre à la maison. Tu peux choisir ton dîner. »« Waffle House » sourit Tyran. « Bien sûr » rit Salomon. Alors qu'il quittait paisseux le parking, l'école s'éloignait, mais le souvenir de ce jour ne s'effacerait pas. Pour Tyrone, ce jour marquait plus qu'un diplôme. La vraie virilité n'a rien à voir avec le bruit, mais avec la manière dont on se tient quand personne ne regarde. Certains crient pour être vus, d'autres restent silencieux mais ne sont jamais oubliés. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui a besoin de se rappeler ce qu'est la vraie force.